La fille que tout le monde appelait l'inutile savait lire les pistes comme des mots sur une page. Elle s'agenouilla dans la boue, étudiant les brindilles cassées et les feuilles retournées avec le regard perçant de quelqu'un qui avait survécu seul dans la nature. Mais Willa Shepherd n'avait que 16 ans, une orpheline qui avait passé des années à apprendre à chasser et à pister juste pour rester en vie dans une ville frontalière qui ne voulait rien savoir d'elle. Les empreintes de l'enfant racontaient une histoire troublante. Elle décrivait de larges cercles, comme si la fillette de 6 ans était confuse et terrifiée. En rond, encore et encore, s'enfonçant plus profondément dans les bois jusqu'à devenir erratique et désespérée. Des égratignures fraîches sur l'écorce des arbres montraient où de petites mains s'étaient agrippées pour trouver un soutien. Willa colla son oreille contre une bûche tombée, à l'écoute du moindre mouvement ou d'un pleur. Des années de vie à la dure lui avaient appris à remarquer ce que les autres manquaient. La façon dont les animaux bougeaient quand quelque chose n'allait pas, comment la forêt sonnait différemment quand un prédateur était proche. Ses yeux entraînés repérèrent un bout de tissu déchiré accroché à des épines, des gouttes de sang sur des feuilles humides. Elle aurait dû rebrousser chemin. L'orage montait et ces bois abritaient des loups et pire encore. Mais quelque chose dans ses empreintes paniquées lui rappelait elle-même. Petite, perdue, sans personne pour venir l'aider. Plus elle suivait la piste, plus celle-ci devenait urgente, montrant des signes clairs que l'enfant était blessé et courait aveuglé par la peur. Le vent hurlait à travers les arbres, et l'aube était encore à des heures. Mais alors que Willa suivait la piste désespérée plus loin dans l'obscurité, une seule pensée la poussait en avant. Cet enfant ne mourrait pas seul dans les bois comme tant d'autres. Pas si elle pouvait l'aider. Pas cette nuit. Willa était en train de voler des œufs dans le poulailler abandonné quand elle entendit les cris. À travers les lattes brisées, elle observa les guerriers du campement tribal voisin courir entre les bâtiments, leurs visages crispés par la panique. Elle se plaqua contre le bois pourri, sachant qu'être vue lui attirerait des ennuis. Les orphelins comme elle étaient toujours les premiers blâmés quand quelque chose tournait mal. Ayana. Le cri désespéré déchira l'air du soir. Ayana, où es-tu? Un homme plus âgé apparut en titubant, son visage buriné strié par la pluie et l'angoisse. Derrière lui, 3 jeunes guerriers se dispersèrent, appelant le nom dans la tempête qui se levait. Willa les avait déjà vus en ville. Ils venaient échanger des fourrures et des herbes, gardant toujours leur distance avec les colons blancs qui toléraient à peine leur présence. L'homme tomba à genoux dans la boue, pressant ses paumes contre ses yeux. Un des guerriers s'approcha de lui, parlant dans leur langue maternelle. Mais Willa comprit suffisamment de mots pour saisir la situation. Un enfant avait disparu. Une petite fille nommée Ayana s'était éloignée pendant leur repas du soir et avait disparu dans les bois denses qui entouraient le campement. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête, et de grosses gouttes de pluie commencèrent à s'écraser sur le sol. Willa regarda le groupe de recherche se diriger vers la lisière de la forêt, leur voix s'estompant alors qu'ils appelaient le nom de la jeune fille. Elle connaissait ces bois mieux que quiconque, y ayant vécu des mois durant lorsque les habitants de la ville la chassaient. Elle savait où un enfant effrayé pouvait courir, où les animaux dangereux chassaient, où le sol devenait traître sous la pluie. La chose intelligente à faire aurait été de rester caché, d'attendre le matin, d'éviter de s'impliquer. Les gens de la tribu ne lui avaient jamais montré de gentillesse, et les gens de la ville la blâmeraient sûrement si quelque chose tournait mal. Elle n'était l'affaire de personne, juste un fardeau indésirable que tout le monde espérait voir disparaître. Mais alors qu'elle était accroupie dans cet abri décrépit, écoutant les appels brisés d'un père pour sa fille perdue, quelque chose se tordit dans sa poitrine. Elle se souvint d'avoir eu 6 ans, frigorifiée et affamée, pleurant des parents qui ne reviendraient jamais. Elle se souvint du goût de son propre désespoir, du poids d'être complètement seule dans un monde qui se fichait de savoir si elle vivait ou mourait. La pluie devenait plus forte, effaçant les pistes et les odeurs. Dans 1 heure, retrouver l'enfant deviendrait presque impossible. Les guerriers cherchaient dans la mauvaise direction. Elle les voyait se diriger vers le sentier principal où un adulte irait logiquement, mais les enfants ne pensent pas comme les adultes quand ils ont peur. Ils courent vers ce qui leur semble sûr, même si cela les mène plus profondément dans le danger. Willa prit une profonde inspiration et sortit de sa cachette. Elle avait un choix à faire, et l'orage n'allait pas attendre qu'elle se décide. Quelque part là-bas, une petite fille était seule dans le noir, et la nuit ne faisait qu'empirer. Astérisque astérisque astérisque. Le groupe de recherche s'était déplacé trop loin à l'est, leur torchée disparaissant dans la mauvaise partie de la forêt. Willa attendit que leur voix s'évanouisse avant de sortir de l'ombre, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle avait pisté des cerfs et des lapins dans ces bois 100 de fois. Mais cette fois, c'était différent.
Cette fois, une vie dépendait de ses compétences. Elle commença là où les guerriers auraient dû commencer, à la lisière du camp tribal, cherchant les plus petits signes. La pluie rendait tout plus difficile, mais pas impossible. Une brindille cassée ici, une petite empreinte dans la terre meuble là. L'enfant était bien entré dans la forêt, mais pas là où les hommes cherchaient. Willa s'agenouilla près d'une flaque boueuse et étudia l'empreinte partielle préservée sous un rocher en surplomb. Petite, pieds nus avec les orteils écartés pour l'équilibre. La profondeur lui indiqua que l'enfant avait couru, pas marché. La direction lui serra l'estomac, tout droit vers le canyon de l'homme mort, où le sol s'effondrait en ravins rocheux et en ruisseaux rapides. Merde, murmura-t-elle en essuyant la pluie de ses yeux. Elle suivit la piste plus profondément dans les bois, utilisant toutes les astuces que ses années de survie lui avaient enseignées. Quand les empreintes disparaissaient sur un sol dur, elle cherchait des feuilles retournées et de l'herbe pliée. Quand celles-ci s'évanouissaient, elle cherchait des fils de tissu accrochés aux épines. La petite fille s'était déplacée rapidement, se frayant un chemin à travers les sous-bois au lieu de trouver des sentiers plus faciles. Après un demi-mile, Willa trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Un petit morceau de tissu déchiré, taché de sang frais, accroché à une branche pointue à hauteur d'enfant. En dessous, plusieurs gouttes de sang sur des feuilles mouillées racontaient l'histoire. Ayana s'était blessée, mais avait continué à courir, poussée par la panique et la peur. La piste dévia vers le sud, en direction de la partie la plus dangereuse de la forêt. Willa avait toujours évité cette zone, même lorsqu'elle cherchait désespérément un abri. Le terrain était instable, plein de dénivelés cachés et de rochers meubles. De jour, c'était dangereux. Dans l'obscurité et sous la pluie, c'était mortel. Elle continua, ignorant la voix dans sa tête qui lui murmurait de faire demi-tour. Les gouttes de sang étaient de plus en plus fréquentes maintenant, et les empreintes montraient des signes de trébuchement. L'enfant était fatigué, blessé, et courait à l'aveugle sur un terrain qui pouvait la tuer au moindre faux pas. La foudre zébra le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler le sol. Dans le bref éclair de lumière, Willa vit quelque chose qui lui souleva l'estomac. Des entailles fraîches dans la terre où quelqu'un avait glissé et dévalé une pente raide. Au bas des marques, à peine visibles dans l'obscurité, se trouvait un petit mocassin. L'enfant était tombé dans le gouffre du diable, une dépression rocheuse entourée de parois verticales et couverte de sous-bois épineux. Pendant les orages, l'eau s'y engouffrait comme une rivière. Si Ayana était là-dedans, blessée et piégée, elle ne tiendrait pas jusqu'à l'aube. La montée des eaux s'en chargerait. Willa regarda fixement dans la fosse noire, la pluie ruisselant sur son visage. Elle avait trouvé l'enfant, mais la sortir de la vivante allait être la chose la plus difficile qu'elle ait jamais tentée. Astérisque astérisque astérisque. Willa attacha sa corde autour de l'arbre le plus solide qu'elle put trouver, testant le nœud 3 fois avant de lui confier son poids. La ligne de fortune ne mesurait que 20 pieds de long, des lanières de cuir et de tissu qu'elle avait cousues ensemble pendant ses mois de vie à la dure. Il faudrait que ça suffise. La descente dans le gouffre du diable fut périlleuse. Des rochers meubles dévalaient à chaque pas, et des vignes épineuses déchiraient ses vêtements et sa peau. À mi-chemin, son pied glissa sur une pierre mouillée. Et pendant un instant à vous couper le souffle, elle se balança dans le vide, la corde lui brûlant les paumes. En dessous, elle pouvait entendre l'eau se précipiter plus vite qu'avant. « Ayana » appela-t-elle doucement en atteignant le fond. « Ayana, tu m'entends » Un faible gémissement répondit de quelque part dans les sous-bois épais. Willa se fraya un chemin à travers les ronces enchevêtrées, suivant le son. Le niveau de l'eau montait régulièrement. Ce qui était un sol humide quand elle avait commencé à descendre était maintenant une nappe d'eau boueuse jusqu'aux chevilles, issue du ruissellement de l'orage. Elle trouva l'enfant blotti contre un gros rocher, son petit corps tremblant de froid et de peur. Du sang suintait de coupures sur ses bras et ses jambes, et sa cheville gauche était enflée au double de sa taille normale. Mais elle était vivante, consciente, et regardait Willa avec de grands yeux effrayés. « Tout va bien » dit doucement Willa en s'agenouillant à côté d'elle. « Je suis là pour t'aider. Ton père m'a envoyé. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais le mensonge sembla calmer l'enfant. Ayana essaya de se lever et poussa immédiatement un cri de douleur, se tenant la cheville blessée. L'articulation était gravement foulée, peut-être cassée. Elle ne pourrait pas remonter seule. Willa regarda autour d'elle désespérément. L'eau lui arrivait maintenant à mi-mollet et montait plus vite. Sa corde n'était pas assez longue pour atteindre le fond avec du mou. Et même si elle l'était, elle ne pourrait pas porter un enfant blessé sur cette paroi rocheuse périlleuse.
Les murs du gouffre étaient trop raides et instables pour être escaladés sans corde. Le tonnerre gronda et un nouveau déluge de pluie s'abattit. Dans un éclair, Willa vit quelque chose qui lui serra le cœur. Une ligne sombre sur le rocher à côté d'eux. À environ 4 pieds de hauteur. Une marque de crue laissée par des inondations précédentes. Si l'orage continuait, tout ce gouffre se remplirait comme un bol. Nous devons monter plus haut, dit-elle à Ayana, essayant de ne pas laisser paraître sa panique. Elle repéra une corniche à environ 8 pieds de hauteur sur le mur opposé. Pas assez haut pour s'échapper complètement, mais cela pourrait leur faire gagner du temps. Le problème était d'y arriver. La paroi rocheuse était glissante à cause de la pluie et offrait peu de prise. Avec un enfant blessé sur le dos, ce serait presque impossible. L'eau lui atteignit les genoux et se déplaçait plus vite maintenant, transportant des débris et des pierres. Elle avait peut-être 1 heure avant que cet endroit ne devienne un piège mortel. Ayana la regarda avec des yeux confiants, totalement dépendante d'elle pour trouver une issue. Willa prit une profonde inspiration et se mit à étudier à nouveau les murs. Il devait y avoir quelque chose qu'elle manquait. Une fissure, une racine, n'importe quoi qui pourrait leur donner une chance, car abandonner n'était pas une option. Pas avec la vie d'un enfant entre ses mains. Astérisque astérisque astérisque. Willa aperçut leur chance quand un éclair illumina un vieux système de racines d'arbres exposé dans la paroi du gouffre. Des années d'érosion avaient laissé des racines épaisses pendre comme une échelle naturelle, mais elles étaient glissantes à cause de la pluie et pourraient ne pas supporter leur poids combiné. L'eau lui arrivait maintenant aux cuisses et coulait avec une force dangereuse. Des débris tourbillonnaient, des branches, des rochers et de l'écume du courant agité. Elle devait agir maintenant ou elle se noierait toutes les deux dans ce piège de pierre. « Je vais te porter sur mon dos », dit-elle à Ayana en s'accroupissant. « Tiens-toi bien autour de mon cou, mais pas au point de m'empêcher de respirer. » L'enfant enroula ses petits bras autour des épaules de Willa, son corps tremblant de froid et de douleur. Willa testa la racine la plus basse, tirant fort dessus. Elle tint bon. Elle commença à grimper, utilisant les épaisses vrilles comme des barreaux, ses bottes glissant constamment sur la pierre mouillée. À mi-chemin, le désastre frappa. Une racine à laquelle elle s'agrippait se détacha soudainement du mur, envoyant une cascade de pierres. Willa bascula sur le côté, son épaule heurtant violemment la paroi rocheuse. Ayana poussa un cri de peur, sa prise se resserrant autour de la gorge de Willa. « Ça va » haleta Willa, bien que son épaule la brûlât de douleur. « On va y arriver. » Elle trouva une autre prise et continua de grimper, ses muscles hurlant d'effort. La corniche était juste au-dessus de maintenant, une étroite étagère de pierre à peine assez large pour 2 personnes. Avec un dernier sursaut de force, elle les hissa toutes les deux par-dessus le bord. Elles s'effondraient ensemble sur la corniche rocheuse, à bout de souffle. En dessous d'elle, l'eau continuait de monter, couvrant déjà l'endroit où elle se tenait. Mais elle n'était pas encore en sécurité. Cette corniche n'était qu'un refuge temporaire. Willa examina la cheville d'Ayana à la lueur intermittente des éclairs. Le gonflement avait empiré, et l'enfant pouvait à peine bouger son pied. Même si elle trouvait un moyen de sortir du gouffre, elle aurait besoin d'aide pour retourner au campement tribal. « Mon père viendra », murmura Ayana dans un anglais approximatif. « Il nous trouvera. » Willa hocha la tête, bien qu'elle sût que le groupe de recherche cherchait dans la mauvaise direction. L'orage empirait au lieu de s'améliorer, et l'eau en dessous ne montrait aucun signe de retrait. Cette corniche pourrait leur acheter quelques heures, mais si la pluie continuait, même ce terrain plus élevé finirait par être submergé. Elle étudia les murs au-dessus d'eux, cherchant toute voie d'évasion possible. Là, à environ 15 pieds plus haut, elle pouvait voir ce qui ressemblait à l'entrée d'une grotte ou d'une crevasse profonde. Si elle pouvait l'atteindre, elle pourrait trouver un moyen de sortir par l'arrière du gouffre. Mais pour y arriver, il faudrait laisser Ayana seule sur cette étroite corniche pendant qu'elle explorait. L'enfant était blessé, effrayé et avait à peine 6 ans. S'il arrivait quelque chose à Willa pendant l'ascension, Ayana serait laissée pour morte, seule dans cette prison de pierre. Le tonnerre gronda, et un nouveau torrent de pluie s'abattit sur les murs. Le niveau de l'eau en dessous monta d'un autre pied en quelques minutes. Willa regarda l'enfant blessé à côté d'elle, puis la possible voie d'évasion au-dessus. Elle devait essayer. C'était leur seule chance. Mais la décision lui semblait être un choix entre 2 façons différentes d'échouer cette petite fille sans défense. Astérisque astérisque astérisque. « Je dois monter là-haut », dit Willa à Ayana, en montrant l'ouverture sombre au-dessus d'elle. « Il y a peut-être une sortie par cette grotte. »
Les yeux d'Ayana s'écarquillèrent de peur. Ne me laisse pas. Je reviendrai, promit Willa, bien que les mots sonnassent creux. J'ai besoin que tu restes très immobile et que tu t'accroches à cette corniche. Peux-tu faire ça pour moi? L'enfant hocha la tête, bien que des larmes coulent sur son visage. Willa se détestait pour ce qu'elle s'apprêtait à faire, mais l'eau en dessous continuait de monter. Dans une autre heure, leur refuge serait sous l'eau. L'ascension vers l'ouverture de la grotte fut la chose la plus dangereuse que Willa ait jamais tentée. La paroi rocheuse était presque verticale, avec seulement de minuscules fissures et irrégularités pour s'agripper. La pluie rendait chaque surface traître, et des pierres instables menaçaient constamment de céder sous son poids. À 2 reprises, elle faillit tomber, ses doigts glissant sur la pierre mouillée. En bas, elle pouvait entendre Ayana sangloter doucement, un son qui lui déchirait le cœur et la poussait à continuer de grimper. Après ce qui lui parut une éternité, ses doigts trouvèrent le bord de l'ouverture de la grotte. Elle se hissa à l'intérieur et sentit immédiatement un courant d'air traverser l'espace. Son cœur bondit. Un mouvement d'air signifiait que ce passage menait quelque part. Elle rampa en avant dans le tunnel étroit, se frayant un chemin dans l'obscurité totale. La grotte montait en pente raide, puis s'ouvrait sur une chambre plus grande. Willa sentit plus qu'elle ne vit qu'elle se trouvait maintenant dans un espace important. Elle tâtonna le long des murs jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle espérait désespérément, une autre ouverture. Celle-ci menant vers le haut, vers ce qui pourrait être la surface. Elle rampa à travers le second passage, ses genoux s'écorchant sur la pierre rugueuse. L'air était nettement plus frais ici, et elle percevait des odeurs de pluie et de vent. Après plusieurs minutes terrifiantes de reptation aveugle, elle la vit, une faible lueur grise devant elle. Le passage s'ouvrait sur une petite clairière à environ 50 mètres du bord du gouffre du diable. Elle avait trouvé leur voie d'évasion, mais faire passer Ayana par ce tunnel étroit serait presque impossible avec sa cheville blessée. Willa retourna en courant à l'entrée de la grotte et regarda en bas. La corniche où elle avait laissé l'enfant n'était plus qu'à quelques centimètres au-dessus de l'eau montante. Ayana la regarda avec des yeux désespérés. « J'ai trouvé une sortie », cria Willa. « Mais j'ai besoin de descendre une corde pour te hisser. » Elle n'avait pas de corde assez longue, mais elle avait sa ceinture en cuir, sa chemise déchirée et des bandes de tissu de son sac. Travaillant frénétiquement, elle les noua ensemble pour former une ligne de fortune. Elle était à peine assez longue pour atteindre la corniche, et elle n'avait aucune idée si elle tiendrait le poids d'un enfant. L'eau atteignit la corniche juste au moment où elle descendait sa corde improvisée. Ayana l'attrapa avec des mains tremblantes, l'enroulant autour de ses petits poignets. Willa se cala et commença à tirer, ses muscles se tendant contre le poids mort. La corde de fortune s'étira et craqua de façon inquiétante. À mi-chemin, l'un des nœuds commença à glisser. S'il lâchait, Ayana tomberait dans l'eau tourbillonnante en dessous et se noierait avant que Willa ne puisse redescendre pour l'aider. Le nœud tint bon, de justesse. Willa tira avec chaque once de force qu'elle possédait, hissant Ayana le long de la paroi rocheuse, centimètre par centimètre agonisant. Quand l'enfant atteignit enfin l'ouverture de la grotte, elles s'effondrèrent toutes les deux d'épuisement. « Peux-tu ramper » demanda Willa, le souffle court. Ayana testa sa cheville blessée et gémit de douleur, mais elle hocha la tête. Elles commencèrent le lent voyage à travers le tunnel, Willa passant en premier pour guider le chemin, Ayana suivant derrière. La respiration de l'enfant était laborieuse, et elle devait s'arrêter fréquemment pour reposer sa cheville enflée. Le passage semblait sans fin dans l'obscurité. Des rochers pointus déchiraient leurs vêtements et leur peau, et l'air devenait épais et étouffant. Ayana commença à paniquer dans l'espace confiné, sa respiration devenant rapide et superficielle. « On y est presque », mentit Willa. Encore un petit effort. Quand elles émergèrent enfin dans la clairière, l'aube commençait à percer à travers les nuages d'orage. La pluie s'était adoucie en une bruine constante, et la première lumière pâle révéla l'étendue de leur épreuve. Elles étaient toutes les deux coupées, meurtries et couvertes de boue, mais elles étaient en vie. Ayana pouvait à peine se tenir sur sa cheville blessée. Willa s'agenouilla et aida l'enfant à grimper sur son dos, puis commença le long voyage de retour vers le campement tribal. Chaque pas était une agonie. Ses épaules lui faisaient mal à cause de l'escalade, ses mains étaient à vif et saignaient, et l'épuisement menaçait de la faire tomber à chaque foulée. La forêt semblait différente dans la lumière grise du matin. Des points de repère familiers l'aidaient à naviguer, mais l'orage avait effacé de nombreux sentiers. Des arbres tombés leur bloquaient le chemin à plusieurs reprises, la forçant à faire des détours qui ajoutaient un temps précieux à leur voyage. Ayana devenait plus lourde à chaque kilomètre, son petit corps mou d'épuisement.
Plusieurs fois, Willa dut s'arrêter pour vérifier que l'enfant respirait encore. La perte de sang de ces coupures et le traumatisme de leur épreuve avaient eu un terrible impact. Alors qu'elles atteignaient le sommet d'une petite colline, Willa entendit des voix au loin. Son cœur bondit. Le groupe de recherche était toujours là, cherchant encore. Elle essaya de crier, mais constata que sa voix n'était qu'un murmure. Au lieu de cela, elle continua d'avancer, trébuchant à travers les sous-bois en direction des sons. À travers les arbres, elle les vit. 5 guerriers déployés en ligne, fouillant méthodiquement le sol de la forêt. L'un d'eux était l'homme plus âgé qu'elle avait vu la nuit précédente, celui dont les cris angoissés l'avaient poussé à agir. Ici, croassa-t-elle, sa voix portant à peine. Par ici. L'un des guerriers l'entendit et se retourna brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la jeune fille boueuse et mal en point portant la fille de son chef sur son dos. Il cria aux autres dans leur langue natale. Et soudain, il courait vers elle. L'homme plus âgé, le père d'Ayana, les atteignit le premier. Il prit sa fille des bras de Willa avec une infinie douceur, des larmes coulant sur son visage buriné. Les autres guerriers se rassemblèrent, leurs expressions passant de l'incrédulité à quelque chose qui approchait la vénération. Willa vacilla sur ses pieds, ses forces l'abandonnant enfin. Elle l'avait fait. Contre toute attente, elle avait ramené l'enfant à la maison, vivante. Mais alors que la conscience commençait à lui faire défaut, elle se demanda si sauver une petite fille pouvait suffire à changer la façon dont le monde la voyait. Astérisque astérisque astérisque. Le campement tribal s'anima à leur approche. Des femmes sortirent de leurs habitations, leurs visages montrant soulagement et stupéfaction en voyant Ayana dans les bras de son père. Des enfants se rassemblèrent en chuchotant et en montrant du doigt la jeune fille blanche et boueuse qui avait réussi là où 5 guerriers expérimentés avaient échoué. Le chef Takota porta sa fille jusqu'à la plus grande demeure où une femme âgée commença immédiatement à soigner ses blessures. Willa se tenait maladroitement à l'entrée, ne sachant pas si elle était la bienvenue à l'intérieur. Ses vêtements étaient déchirés et sales, ses mains saignaient encore à cause de la pierre rugueuse, et l'épuisement la faisait vaciller. « Viens » dit simplement Takota, lui faisant signe d'entrer. L'intérieur était chaud et sec, rempli de l'odeur d'herbes brûlées et de nourriture en train de cuire. La femme âgée, clairement la guérisseuse de la tribu, s'occupait d'Ayana avec des mains expertes, nettoyant les plaies et bandant la cheville enflée avec des lanières de cuir souple et des plantes médicinales. Willa observait depuis un coin, s'attendant à être renvoyée maintenant que son utilité était terminée. Au lieu de cela, une jeune femme lui apporta un bol de bouillon chaud et une couverture propre. La gentillesse était si inattendue que des larmes lui montèrent aux yeux. Elle se remettra, annonça la guérisseuse après avoir examiné Ayana en profondeur. La cheville est gravement foulée, mais pas cassée. Les coupures guériront proprement. Quelques heures de plus dans cette eau montante. Elle ne termina pas la phrase, mais tout le monde comprit. Takota se tourna vers Willa, l'étudiant avec des yeux sombres qui semblaient voir jusqu'au fond de son âme. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Alors, elle raconta. Avec des mots hésitants, elle décrivit comment elle avait suivi la piste, trouvé l'enfant dans le gouffre du diable, l'escalade désespérée pour se mettre en sécurité, la reptation terrifiante à travers le système de grotte. Elle omit sa propre peur, ses moments de doute, les fois où elle avait failli abandonner. C'étaient des fardeaux privés. Pendant qu'elle parlait, d'autres membres de la tribu se rassemblèrent pour écouter. Des guerriers qui avaient cherché toute la nuit sans succès. Des mères qui comprenaient la terreur d'un enfant perdu. Des aînés qui reconnaissaient le courage quand ils le voyaient, quelle que soit la couleur de la peau qui le portait. Quand elle eut terminé, le silence remplit la demeure. Takota échangea des regards significatifs avec plusieurs des aînés. Des mots furent prononcés dans leur langue natale, trop rapides pour que Willa puisse les suivre. Elle commença à s'agiter, se demandant si elle les avait offensés en entrant dans leurs espaces sacrés. « Tu as risqué ta vie pour une enfant qui n'était rien pour toi, » dit finalement Takota. « Une enfant dont tu n'avais aucune raison d'aider le peuple. » Willa baissa les yeux sur ses mains. Elle avait besoin d'aide. C'était une raison suffisante. Plus de conversations dans leur langue, animées maintenant avec des gestes vers elle et des hochements de tête d'approbation apparente. Un homme âgé s'avança et posa sa main burinée sur son épaule. Il prononça un seul mot qu'elle ne comprit pas, mais son ton indiquait clairement qu'il était significatif. « Il t'appelle Cœur Vaillant », traduisit Takota. Ce n'est pas un nom donné à la légère. Dehors, le soleil s'était complètement levé, dissipant les derniers nuages de l'orage. Par l'entrée de la demeure,
Willa pouvait voir toute la tribu se rassembler dans la zone centrale. Quelque chose d'important allait se produire, et d'une manière ou d'une autre, elle en était le centre. Toute la tribu s'était rassemblée en un large cercle autour du foyer central. Hommes, femmes, enfants et aînés se tenaient dans un silence respectueux tandis que le chef Takota menait Willa au centre. Elle n'avait jamais été l'objet d'autant d'attention, et cela lui noua l'estomac de nervosité. Takota éleva la voix pour que tous puissent l'entendre. Cette jeune femme, qui se nomme Willa, est entrée dans notre heure la plus sombre en tant qu'étrangère. Elle aurait pu tourner le dos en voyant notre douleur. Au lieu de cela, elle a choisi d'agir quand d'autres ne le pouvaient pas. Il désigna l'endroit où Ayana était assise avec sa cheville bandée, bien vivante et observant la cérémonie avec des yeux vifs et curieux. Elle a pisté là où nous avons échoué. Elle a trouvé ce que nous ne pouvions trouver. Elle a risqué la mort pour sauver une vie. Un aîné s'avança, portant quelque chose enveloppé dans une peau de cerf douce. En le dépliant, Willa vit un magnifique collier fait d'os sculptés, de pierres polies et de plumes d'aigle. C'était clairement un objet d'une grande importance, transmis de génération en génération. Parmi notre peuple, continua Takota, le courage est la plus haute vertu. Non pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Non pas la force sans but, mais la force utilisée pour protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. L'aîné plaça le collier autour du cou de Willa. Son poids semblait sacré, permanent. Autour du cercle, les membres de la tribu entamèrent un chant grave qui semblait s'élever de la terre elle-même. À partir de ce jour, déclara Takota, tu n'es plus une étrangère. Tu n'es plus sans abri. Tu es cœur vaillant, sœur de notre peuple, fille du courage, gardienne des égarés. Le chant s'intensifia et plusieurs guerriers s'avancèrent pour poser leurs mains sur ses épaules dans un geste d'acceptation et de respect. Les femmes souriaient et hochaient la tête en signe d'approbation. Les enfants la regardaient avec l'admiration écarquillée habituellement réservée aux figures légendaires. Willa sentit des larmes couler sur son visage, mais pour la première fois depuis des années, c'étaient des larmes de joie plutôt que de chagrin. Elle avait passé toute sa vie à être indésirable, malvenue, inutile. Maintenant, toute une communauté lui disait qu'elle avait sa place, que ses actions comptaient, qu'elle avait une valeur au-delà de la simple survie. La ville d'où tu viens t'a rejeté, dit doucement Takota, ne s'adressant plus qu'à elle. Ils n'ont vu que ce qui te manquait, jamais ce que tu possédais. Nous voyons ton cœur, cœur vaillant. Nous voyons ton esprit, et nous t'offrons un choix. Retourner auprès de ceux qui ne t'ont jamais valorisé, ou rester avec ceux qui le font. Willa regarda autour du cercle les visages qui montraient une acceptation et un respect sincères. Elle pensa à la ville froide et hostile où elle avait fouillé pour des restes et dormi dans des bâtiments abandonnés. Puis elle pensa à la petite Ayana, vivante et en sécurité parce que quelqu'un avait enfin jugé bon de lui confier quelque chose de précieux. Je choisis de rester, dit-elle, sa voix forte et claire. Le chant éclata en acclamations et en célébrations. Les femmes apportèrent de la nourriture. Les hommes partagèrent des histoires d'actes de bravoure. Les enfants demandèrent à toucher son collier. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel clair du matin, Willa réalisa que sa vie avait complètement changé. Elle n'était plus une orpheline sans but. Elle était cœur vaillant, héroïne du peuple, gardienne des égarés. Et pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle était vraiment chez elle. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte western inoubliable où le courage et le destin se rencontrent à la frontière sauvage. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est tout pour nous.